Salut les Américains. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes tous les deux des Américains. Jim, tu es prof émérite de la Sorbonne Nouvelle et tu es membre des Democrats Abroad. Kent, tu es aussi membre des Democrats Abroad. Toi, tu as une longue carrière de syndicaliste et de militant anti-guerre, etc. aux États-Unis. Et aujourd'hui, tu es installé en France. Je vous interroge tous les deux en tant que votre qualité de membre des Democrats Abroad. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Cette semaine, on est encore très secoué par les annonces de Donald Trump, qui vient d'augmenter les tarifs douaniers, qui rentre dans une guerre économique avec plusieurs pays et régions du monde, à commencer par la Chine, mais aussi avec l'Union européenne. Je voulais qu'on parle d'abord des États-Unis. Qu'est-ce qui, selon vous, fonde cette décision de Donald Trump d'augmenter les droits de douane? Il n'est pas fou, il le fait bien pour une raison, pour répondre aussi à une attente de ses électeurs et des Américains. Qu'est-ce que c'est selon vous? Je me lance et ensuite tu peux affiner, parce que tu as plus d'expertise économique que moi, mais moi je dirais au début que alors, il y a quelque chose de quand même assez mystérieux et d'irrationnel dans cette stratégie des droits de douane de Trump. Je ne pense pas que ce soit une stratégie parfaitement pensée et calculée. Je pense qu'il y a beaucoup d'arbitraire là-dedans. Et je pense que même si on a l'habitude de penser aux droits de douane comme un instrument économique de commerce international, en réalité, Trump s'en sert beaucoup plus comme arme et menace qu'il brandit pour extorquer des résultats, pas toujours dans le domaine économique. À Panama, récemment, au début de ce mandat, il y a quelques semaines, il est allé... ah non, Panama, ce n'est pas le bon exemple. Il a utilisé le canal comme menace, mais en fait, il voulait autre chose, sortir les Chinois. Mais ailleurs, les tarifs douaniers, enfin, on ne dit pas tarifs douaniers en français, on dit droits de douane, sont utilisés tout simplement pour menacer. En Amérique latine, c'est beaucoup le cas. Mais pour les Américains, oui. Les Américains. Alors, l'autre aspect de cette irrationalité que j'évoque là, c'est que il y a la promesse de Trump, qui est certains le qualifient de populiste. Si c'est un populiste, c'est un faux populiste, parce que le contenu populaire n'y est pas, mais il promet des emplois. Il dit que bon, en imposant tous les pays du monde, on va favoriser les productions chez nous, mais il n'y a rien qui prépare ça. Il n'y a pas de stratégie derrière. Et à court terme, et même à moyen terme, je pense, s'il n'y a pas de stratégie industrielle, s'il n'y a pas de politique industrielle, ce qui n'est pas le style de ce type de gouvernement, eh bien, il n'y aura pas d'emploi. Donc, c'est beaucoup de fausses promesses. Et je pense que les gens vont s'en rendre compte assez vite. Je commencerai par là. Moi, bizarrement, je pense que Donald Trump, c'est le président du déclin américain. Que quelque part, et qui gère par intuition. Il n'est pas du tout un homme stupide. Il mesure bien ce qu'il perd en abandonnant des grandes pannes de la planète, reculant sur l'Amérique. Et je pense que les tarifs témoignent ça. Au fait, les tarifs sont une sorte de taxe très importante que l'on fixe sur les consommateurs. Donc, c'est une méthode d'imposition extrêmement régressive. Il claironne au même temps qu'il va éliminer et réduire, en tout cas, éliminer la taxe sur le revenu. C'est-à-dire une forme de taxation progressive. Donc, on est, en Europe comme aux États-Unis, face à des difficultés de faire payer les riches. Trump ne sait pas le faire, il ne veut pas le faire. Il fait partie des riches. L'Europe ne sait pas le faire non plus. Et on a donc une stratégie mensonger, grossièrement mensonger, dont je pense que le plus inquiétant chose,
qui l'accompagne. J'ai regardé Fox News hier soir pour la première fois depuis 1 an et j'ai vu une succession de grands élus républicains me parler de combien les intuitions du président étaient intelligentes. Il n'y en a pas un seul qui expliquait l'intelligence. Le marché plonge, tout plonge, mais vous allez voir, ça va marcher. Tout me parle de l'intuition, de cette brillante homme qui a une intuition. On est dans quelque chose de cet ordre-là, fondé sur la notion que l'Amérique est en danger, que quelque part, il y a un groupe de gens qui ont financé la campagne de Trump, qui sont plus ou moins convaincus que c'est la guerre finale. Quelque part dans leur imaginaire. Ils ont peut-être trop lu de science-fiction. Hein? Et on est dans une logique qui est partiellement émotionnelle, partiellement rationnelle. Mais là où je ne suis peut-être pas totalement d'accord avec vous, parce que quand j'écoute Trump, tu as dit, Jim, il n'a pas de stratégie industrielle. Alors qu'en fait, il en a quand même une. C'est-à-dire que quand il dit, par exemple, je vais abaisser le coût du travail aux États-Unis pour faire venir des investissements des étrangers, quand il dit, on va investir 500 milliards dans l'intelligence artificielle pour créer des data centers partout, nanana, il a une stratégie industrielle. Son objectif, c'est de dire, venez les riches, venez investir aux États-Unis au lieu de continuer à investir dans les pays d'où vous êtes originaire. Dans ce sens, on peut évoquer aussi l'affaire des visas d'or, comment dit-on, golden visa. En même temps qu'il veut expulser un maximum d'immigrés, et il veut faire venir des riches qui vont acheter leur visa à prix d'or. Hein. Je suis d'accord, il y a une stratégie de développement derrière ça, c'est clair. Voilà, mais donc en fait là, pour moi, il répond en fait à une demande. J'en parlais tout à l'heure avec vous juste avant l'interview, mais avant d'annoncer les droits de douane avec son fameux tableau, il a donné la parole à un ouvrier de Detroit qui est venu donc avec sa moustache, sa casquette et son gilet orange de travailleur, dire voilà, moi, vous êtes pour moi le sauveur, monsieur Trump, parce que dans les années 90, j'ai perdu mon boulot à cause de la désindustrialisation de la région de Detroit et personne n'a apporté une solution à ma vie de misère. Ce qui est positif avec la situation actuelle, c'est que tout le monde est face à ça. Les gauches se rendent compte qu'ils n'ont absolument pas fait assez, et pour les raisons politiques, ils n'ont pas su imposer les riches, et les droites a une solution parfaitement fabuleuse, dans le sens fabulé, et c'est une mensonge, de faire ça par les forts tarifs. Les deux répondent à une insatisfaction populaire très importante, qui est dangereuse. Oui, mais est-ce que ça suffit à ce qu'il conserve sa popularité, Donald Trump? Est-ce que, quand tu regardes Fox News, c'est quand même une grosse audience aux États-Unis, tu vas, eux, ils t'expliquent qu'il a des bonnes intuitions et qu'il est le sauveur. C'est ça qu'il se propose d'être. Si à court terme, tout ce que les gens achètent aux États-Unis et qui viennent de la Chine double de prix, en raison des droits de douane à 104%, ce genre de choses, eh bien, très vite, les consommateurs, quel que soit leur parti politique, va sentir les conséquences de ça. Ils vont en souffrir. Et les démocrates parient là-dessus. On vise déjà des circonscriptions tenues par des républicains où on sent que la foi en Trump peut basculer, en tout cas. Alors, c'est vrai que cette foi en Trump, on voit que ça vacille un peu. On a vu les grandes manifestations ce week-end un peu partout aux États-Unis. Bon, c'était quand même très, très majoritairement des gens qui votent démocrates qui étaient dans la rue. Je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de républicains déçus. Zéro. Voilà, de Donald Trump. Je sais pas. Vas-y. Il y a eu quelques-uns, je pense. Il y a des manifestations contre Trump dans les petites villes étonnantes. Je pense qu'il peut y avoir en Europe des gens qui avant s'identifiaient au Parti républicain, mais à un autre Parti républicain et qui sont extrêmement choqués et qui peuvent rejoindre ce genre de manifestation. C'est pas exclu. Ce que tu as dit, Jim, était très intéressant. Tu as dit les démocrates attendent que la proposition de Trump vacille sur ses bases et que à la fin les gens se rendent compte qu'il propose de la merde.
Il y a deux manières de voir ça. Il y a un célèbre consultant politique, Carville, qui dit depuis le début que on n'a qu'à attendre les midterms parce qu'ils vont se casser la gueule et on n'a qu'à ramasser le fruit de ça. Mais aucune circonscription ne sera reprise sans bataille. Je pense qu'il faut non seulement changer le messaging, mais il faut un projet beaucoup plus robuste. Au sein des démocrates, ça discute beaucoup là-dessus. Et c'est quoi la base de cette discussion sur le projet ? La base de cette discussion sur le projet, je pense que d'abord et avant tout, il y a les questions de savoir devant qui les démocrates sont responsables. Parce que dans l'état actuel des choses, il reste des milliardaires qui donnent de l'argent et qui espèrent en retour que les politiques des démocrates seront bien modérées et que on va pas confisquer leur fortune et on va pas les obliger à payer des impôts, on va pas non plus trop réguler leurs entreprises. Les démocrates de la tendance Bernie Sanders, cette mouvance-là plaide pour se débarrasser de ce type de donateurs, pour être plus indépendant et être en mesure d'avoir une politique anti-oligarchique, déjà, dans un premier temps, se couper de ces sources-là de richesse pour être en mesure d'avoir une politique plus sociale. Encore qu'à partir de là, tout reste à définir. On est dans une social-démocratie qui n'a pas beaucoup de moyens de se réaliser aujourd'hui, donc on peut proposer, comme Bernie Sanders le propose depuis longtemps, le droit à la santé pour tous, Medicare for all, le droit à l'éducation supérieure pour tous, Higher Education for all. Il y a beaucoup de choses qu'on peut défendre dans le domaine des droits du travail, droits des travailleurs. Je te laisse enchaîner. Des choses. Notamment le droit de travail, une des grandes déceptions pour moi dans le Parti démocrate au pouvoir depuis longtemps, c'est l'affaiblissement régulier du droit de travail. C'est une forme de droit de base humain. Alors qu'on a vu dans d'autres catégories des populations accéder à des droits qu'ils n'avaient pas avant. Je pense aux Noirs américains, aux homosexuels, etc. Il y a une acquisition de droits. Mais au même temps, le syndicalisme a vu perdre ses droits. Et ça, c'est grave pour le Parti démocrate, puisque c'est un élément de base de sa capacité, comme dit Jim, de répondre correctement à la question devant qui nous sentons-nous redevables. Donc, je suis convaincu que personnellement, c'est autour de ces questions que pose Jim, mais également la question du financement des campagnes électorales. Et il y a, au fait, il s'est développé aux États-Unis, sous les démocrates, une forme de corruption politique qui est quasiment visible, c'est quasiment annoncé. C'est intolérable. Vous avez vu que pour cette élection dans laquelle on se vante d'avoir battu les républicains, on a quand même dépensé 100 millions de dollars pour élire un juge. Mais il faut se lever tôt le matin pour comprendre comment ça peut se faire. J'interviewais il y a quelques semaines Joseph Stiglitz qui me disait, en gros, il y a eu souvent ce type de débat au sein du Parti démocrate. Donc lui, il parlait de l'ère Clinton, mais il me parlait aussi de après l'ère Clinton. Et il m'a dit, le problème, c'est que c'est toujours l'aile droite du parti qui finit par l'emporter. C'est l'establishment qui finit par l'emporter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans la façon dont s'élaborent les débats, la possibilité que ça ne soit pas l'establishment et l'aile droite du parti qui l'emportent et qui prennent la première option dont tu parlais de Jim? Il y a beaucoup de débats internes, il y a peut-être des batailles internes qui s'annoncent. Je ne crains pas de parler de ces choses-là à regard. Je pense que
ce danger que tu évoques est réel et j'ai beaucoup d'amis qui sont à gauche et au Parti démocrate en disant vous allez voir, vous allez forcément être déçus parce que c'est l'establishment qui revient toujours. J'entends ces arguments et je n'exclurais pas, si j'habitais aux États-Unis, de militer aussi à Democratic Socialists of America, DSA. Je ne vois pas de contradiction. Il y a des DSA au sein des démocrates, il y a une mouvance de gauche qui essaye de changer les choses de l'intérieur. Et le raisonnement serait que même s'il y a des forces indépendantes de gauche au Parti démocrate, dans le système électoral que nous avons à un seul tour de scrutin, il est important de garder ce terrain électoral, d'y être et de faire ce qu'on peut dedans. On n'a pas encore répondu à la question de l'issue de cette bataille-là, mais je dirais en tout cas qu'on ne peut pas abandonner ce terrain. Il est difficile, France, je pense, pour les Français de comprendre les mécanismes locaux de la vie politique américaine. Il y a des dizaines de milliers de gens en chaque élection, mais des dizaines de milliers de gens qui tapent aux portes, qui sont au téléphone. Il y a une très active base militant, dans le sens ils croient aux institutions, ils font que les institutions fonctionnent. Et cette base militant, c'est une des raisons pour lesquelles le Parti démocrate gagne lorsqu'elle gagne les élections. Au regard de la victoire de l'extrême droite américaine au sein du Parti républicain, je pense qu'on a étudié cette victoire éclatante de la part de ce militantisme local, essentiellement les croyantes protestantes, avec le fric, puisqu'il y en avait beaucoup, et on a dit, mais il faut faire quelque chose comme ça au sein du Parti démocrate. Il y a donc une retour de grand intérêt dans les élections locales, y compris les élections au conseil de gestion des écoles, des petites choses locales, au sein des petites communes que personne n'entend, ne savent qu'ils existent en France. Cette activité, vraiment, c'est un fourmillement qu'on essaie d'organiser, de structurer, d'utiliser. Si on arrive à faire ça sans avoir besoin des milliards, ben ça sera une nouvelle monde. Vous me direz quand ça arrive en France et on va faire comme vous. Mais peut-être c'est possible. Bernie a eu quand même, Bernie Sanders, sans accepter des grosses contributions. Il demandait en 2016, il demande encore aujourd'hui, des donations de $27. Je ne sais pas pourquoi 27, mais c'est une somme modeste, mais l'idée c'est qu'il vaut mieux multiplier les sommes modestes que de dépendre des milliardaires. Intéressant. On ne sait pas où ça va. Et comme on voit aux États-Unis maintenant, avec le démembrement de la structure institutionnelle qui fait en sorte que les lois soient respectées, ce que nous allons tous risquer de perdre complètement, enfin, je ne pense pas qu'on comprenne assez bien au sein de la gauche française, très révolutionnaire. L'état de droit est en danger. Que l'état de droit est important. C'est nous qui avons gagné ça depuis 150 ans. Et on risque de perdre. Lorsqu'on critique l'Europe, etc. Ce sont les institutions qui ont un pouvoir de droit international. Alors le débat sur comment les préserver et les rendre plus positifs est ouvert. Mais le débat qui dit qu'il faut les abandonner, c'est une folie. Compter sur les tribunaux, il ne faut pas trop y compter. Il peut y avoir de bonnes décisions de juges qui ne veulent pas tout casser, mais ce n'est pas une stratégie. Justement, c'est quoi, là vous venez, enfin tu viens Kent d'utiliser le mot révolution et de parler de la France révolutionnaire, enfin, et c'est vrai que, est-ce que vous considérez tous les deux que ce qu'est en train de faire Donald Trump, dans une certaine manière, c'est une révolution, enfin une contre-révolution, enfin une proposition de rupture vraiment très claire avec l'inertie de l'état de droit américain, l'inertie du multilatéralisme mondial, même s'il était très très loin d'être parfait, même l'inertie d'une certaine manière d'envisager le capitalisme néolibéral financiarisé au niveau mondial. Lui, il casse ça.
Il prend les devants. Il prend les devants. Il est une sorte de contre-révolution préventive. Beaucoup de gens ont voté. On se rappelle difficilement quand J.D. Vance, qui est actuellement le vice-président, était encore vu, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, comme peut-être une voie progressiste dans le sens où mais si, dans le sens où il voulait des tarifs, il voulait enfin des protections douanières importantes, comme argumente aujourd'hui une partie de la gauche française. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est de la mensonge, tout ça. Moi, je ne suis pas sûr que ce que Trump va ériger est une nouvelle forme de néolibéralisme. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une révolution en cours dans leur tête de cassation des institutions et de la libération des grands capitalistes de toute contrainte juridique. Ça c'est clair. On est dans une sorte d'anarchie capitaliste dans leur tête. Et ça, il n'y a pas de doute. Je pense aussi que la plupart des gens dans le Parti démocrate, y compris au plus haut niveau, ne comprennent pas encore combien l'intention de démolir est solide et ancrée. Qu'ils arrivent à le faire dans le temps qu'ils ont, ce qui est 2 ans, c'est pas sûr. Et donc le Parti démocrate parie que non. Moi, je ne suis pas sûr. Il y a des mouvements de destruction institutionnelle. Ça va très vite. Hein. Qui va très vite. Effectivement, j'aime de ça. Pour répéter une évidence que tout le monde a constatée, le début du mandat a été une série de décrets, plus de 100 décrets, et ça correspondait vraiment à une stratégie qui était non seulement la stratégie écrite dans le document Project 2025, mais également une stratégie un peu bannonesque qui consiste à inonder la zone, ou comme dit Bannon, inonder la zone de merde. On fait un maximum pour mettre les gens sur la défensive et les diviser autant que possible très vite, et c'est ce qui est en train de se passer. Mais il y a aussi de saines réactions face à ça. Le 5 avril, c'était ça. Une chose assez positive, je trouve, c'est un mouvement de rendre illégal le décret d'urgence qui permet à Trump de gouverner par décret. Et ça, il y a beaucoup de républicains apparemment qui sont prêts à voter pour éliminer le droit de gouverner par décret. Quelques-uns. 8-9. 8-9, c'est ça. De nos jours, c'est beaucoup. Face à cette violence de Donald Trump dans la façon dont il envisage, dans son rapport à la politique... Ça a déterminé son rendre irrémédiable, ce qu'il fait. Exactement. La proposition des démocrates ne doit-elle pas être tout aussi violente et virulente? Et je vous dis ça parce qu'avec Stiglitz, quand j'ai discuté avec lui, en gros, il m'a opposé le fait que, quand j'ai dit le mot révolution, qui est un mot qui est très cher à notre histoire en France, et notamment à l'histoire de la gauche, il a dit « Ah non, mais la révolution, ça apporte forcément la terreur et Napoléon, ça n'apporte que des mauvaises choses au final. On ne peut pas penser, quand on est... Lui, il est démocrate, entre guillemets, mais il n'arrivait pas à penser la question de la révolution parce qu'il en avait beaucoup trop peur. La contre-révolution aussi, Jim, tu l'as fait. Oui. Non, mais bien sûr. Mais parce que c'est ça, un des enjeux du moment, c'est que face au volontarisme de Donald Trump, c'est quelle est la proposition démocrate? Est-ce que c'est de revenir au statu quo ante Donald Trump, ou est-ce que c'est de faire une autre proposition pour dire on ne peut pas laisser cet ouvrier de Detroit voter Trump parce que c'est le seul, Donald Trump, à lui apporter une solution et que les démocrates n'arrent pas à leur apporter de solution. Là-dedans, la question de l'importance des institutions. Si on respecte les institutions, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Parce que si tu donnes du pouvoir à ton ennemi dans une politique négociée, tu n'auras pas ce qu'on avait imaginé avec la révolution en 89 ou ultérieurement. Alors, on est piégé du côté démocrate dans cette affaire-là. Parce que si on est d'accord avec Trump qu'il faut casser les institutions, mais Stiglitz a raison. Si on se défend les institutions, on répond moins bien aux nécessaires modifications qu'il faut faire pour les gens qui perdent tout. Et donc, on ne sait pas faire. Moi, je ne sais pas faire. Peut-être, Jim, tu sais.
On peut imaginer des scénarios de mobilisation de masse et de mobilisation locale et de résistance efficace sur tous les fronts, mais on n'y est pas. Les démocrates, ce qu'ils peuvent essayer de faire, c'est de mobiliser les électeurs. On n'est pas aussi loin qu'on était il y a un mois, mais enfin. Et puis, l'aile gauche des démocrates évoque aussi au moins la nécessité de renforcer le syndicalisme, de défendre le droit de se syndiquer, etc. Et de créer un rapport de force dans la sphère du travail aussi. C'est absolument important. Oui, c'est pas votre truc, la grève. J'ai perdu, j'étais camionneur avec le Teamsters aux États-Unis en début des années, à la fin des années 70. Moi, j'ai perdu un grève de 3 mois. Perdu un grève de 3 mois. J'ai contribué à cette guerre, j'ai poussé que ça se passe, enfin, à cette grève, et quand c'était fini, 50 de mes meilleurs amis, mes collègues de travail ont perdu leur maison. Ils ont tout perdu. Donc, on fait la grève aux États-Unis, crois-moi. On en fait très sérieusement. Vous avez vu avec ce que UAW a fait dans l'automobile. On est capable de faire des grèves que les Français n'imaginent pas. Des enseignants dans plusieurs États, y compris les États les plus républicains, il y a quelques années. À des risques très importants. Donc, soyons clairs sur ce que c'est qu'un grève. C'est que nous avons un modèle d'organisation industrielle qui est différent que celle de la France. En France, on fait des grèves politiques. On veut changer l'État. Aux États-Unis, on fait une grève boîte. On veut changer la boîte. Et les différences, c'est important. Ça nous donne des zones de pouvoir réelles. Les syndicats financés par la contribution obligatoire dans les contrats qu'on signe rendent les syndicats américains extrêmement riches. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, certains syndicats américains aident les gens à organiser les syndicats. Et on a plus d'argent pour ça. Enfin, pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Non, alors revenons à ta question de grève. Mais excuse-moi, je m'excite. C'est exactement la réponse que je m'excite. Mais non, mais c'est bien. Mais il faut vous exciter un peu, les Américains. Hein, enfin, parce que sinon, nous, on a peur de l'autre côté de l'Atlantique. La question est de savoir s'il faut non seulement avoir un projet plus robuste, mais une manière de s'imposer en politique plus robuste, c'est absolument clair. Absolument. Je pense que les démocrates, pratiquement tous les démocrates s'en rendent compte d'une manière ou d'une autre. Bien souvent, ça prend la forme du messaging. Il faut avoir un message plus vigoureuse. Il ne faut pas avoir peur des gros mots dans les podcasts, etc. C'est le tout début de cette démarche, mais il faut aussi avoir la possibilité de pénétrer médiatiquement dans des sphères que les démocrates ne touchent pas. Il y a une faille, une sorte de décalage qui devient vraiment tragique, qui recoupe un peu les clivages de classe, mais il y a maintenant un secteur de population qui est plus instruit, plus éduqué que l'autre, et les démocrates ont la majorité des électeurs diplômés, et les républicains, Trump a bien même dit au début de sa première campagne que j'adore les électeurs sans instruction. Il a raison de les adorer. Il court après. Plus vous êtes co, mieux je vous aime. Donc, ce que les démocrates peuvent faire pour élargir leur base, et toutes les idées sont bonnes pour élargir la base, parce qu'il y a une sorte de stratégie spontanée chez les démocrates plus establishment qui consiste à dire: nous avons eu beaucoup de succès dans les banlieues pavillonnaires, dans les suburbs, donc on va miser là-dessus. À l'exclusion de tout investissement, parce que ça suppose des investissements dans des secteurs plus populaires, plus ouvriers. Là, il y a un vrai vide à combler. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez de l'espoir par rapport à la situation américaine, ou au contraire, vous vous dites là, l'avancée dans la destruction de l'état de droit qui est en train de faire Donald Trump est de plus en plus irrémédiable, quoi? On est vigilant. Quand on parlait tout à l'heure de l'état de droit qui pourrait se perdre, on n'a pas encore vu Trump défier directement et explicitement, ou même implicitement, un
un arrêt de la Cour suprême, ça pourrait arriver. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est un dérapage peut-être un peu calculé, qui va exactement dans ce sens. Quand on refuse de récupérer au Salvador un prisonnier salvadorien qui était fourré dans une prison goulag où il y a plein de gangsters, les mêmes gangsters qui fuyaient quand il est parti aux États-Unis, et quand on prétend que non, on ne peut rien faire parce que maintenant il est entre les mains de Bukele, là on est vraiment dans une zone de non-droit qui annonce des choses terribles si on ne réagit pas efficacement. Moi, je suis né optimiste. J'ai commencé ma vie dans une sud-américain qui était apartheid. J'ai vécu des années dans une société qui était fasciste et américaine, dans les années 50 et 60. Dans le sud. En Mississippi. Oui, c'est un genre de fascisme. Et je l'ai vu renverser à ça de manière importante. Donc je reste optimiste. Je pense qu'il y a, comme disait Jim tout à l'heure, il y a réellement maintenant la possibilité des soulèvements, c'est un grand mot, mais vraiment des très grandes actions. Je me rappelle également le succès que ces genres de grandes actions ont eu à l'époque où on était contre la guerre au Vietnam, où il y avait une vague de grands mouvements nationaux, des millions de personnes sont impliquées. À la fin de l'affaire, les États-Unis étaient obligés d'admettre leur défaite. La défaite était réelle, mais l'admission de la défaite était compliquée. Donc, c'est possible aux États-Unis. Et je vous signale que certains des droits qu'on risque de perdre aux États-Unis n'existent pas en France. Par exemple, l'action de classe en justice, qui est courant aux États-Unis, est menacée maintenant par des récentes décisions, alors qu'en France, on n'a jamais réussi à l'établir. Donc, les choses institutionnelles sont compliquées. Mais c'est sur ces mots optimistes qu'on terminera cette interview. Merci beaucoup à tous les deux. Et surtout, bonne chance dans vos combats, qui sont des combats communs. Ah ça c'est clair et net.